de consentement. On a l'erreur, vice du consentement, c'est l'erreur qui mène à l'annulation du contrat. Erreur sur la substance. La substance de la chose, objet du contrat. La substance de la chose, objet du contrat. On a une affaire qui est très connue en droit, qu'on appelle l'affaire des chandelles. Un monsieur avait acheté des chandelles en argent. Une fois il conclut le contrat, une fois chez lui, et il découvre que les chandelles, c'était en argent mélangé en cuivre. Il a commis une erreur sur la substance. Le vendeur, il n'a pas induit en erreur. Il ne lui a pas dit que c'est des chandelles en argent. Et lui, il n'a pas demandé, croyant qu'il est sûr de la substance de la chose, objet du contrat. Alors là, on commet une erreur sur la substance. Ok? Et l'erreur sur la matière dont est faite la chose, objet du contrat. Les chandelles en argent, c'était pas en argent, c'était de l'argent mélangé en cuivre. Alors là, on commet une erreur sur la matière dont est faite la chose, objet du contrat. Ça marche? Erreur sur la personne. On peut commettre une erreur sur la personne. L'erreur sur la personne est largement admise dans tout contrat qui repose sur l'inquiétude personnelle. La première des choses qu'on a vues quand on a étudié le contrat, je vous ai dit que le contrat se base sur qui? Sur la personne. Si ce n'est pas toi, je n'aurais pas contracté. Mais on peut commettre erreur sur la personne. On peut se tromper. Il y a un cas d'école. Encore une affaire qui date de 1963 en France. Un monsieur avait vendu un château à quelqu'un. Après avoir conclu le contrat et tout, on découvre que l'acquéreur du château est quelqu'un qui travaille avec l'ennemi. C'est un espion. Est-ce qu'il le savait? Il ne le savait pas. Puisqu'il travaille avec l'ennemi, il a été incarcéré. Il travaille avec l'ennemi, automatiquement le contrat est nul. Parce qu'il est, selon la loi, il est strictement interdit de conclure des contrats avec les ennemis. Les ennemis de l'État, bien sûr. Si c'est ton ennemi, tu ne vas même pas arriver au contrat avec lui. Parce que, je le répète, le contrat se base sur la personne, l'intuition personnelle. L'erreur sur la personne est largement admise dans tout contrat qui repose sur l'intuition personnelle, c'est-à-dire sur la confiance. Cette personne, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Si ce n'était pas toi, je n'aurais pas contracté. Parce que c'est toi qui crée la confiance. Ce n'est pas le contrat qui crée la confiance. C'est la personne qui crée la confiance. C'est-à-dire la confiance que l'on fait à qui? Au co-contractant, tel que la société ou le mandat. Quand on crée une société, est-ce que c'est logique que 4 personnes ou 5 personnes se rencontrent pour la première fois, ils ne se connaissent pas, ils se disent écoute, on crée une société ensemble? C'est pas possible. On a étudié les mandats dans la représentation. Je te fais mandat sans que je te connaisse.
C'est pas possible. Et là, si je fais mandat à une personne que je croyais l'avoir connue, et c'est avéré qu'il est recherché, alors là, j'ai commis une erreur sur la personne. Et par conséquent, le contrat est nul. Ça marche. Mais dans les autres contrats, l'erreur sur la personne est également sanctionnée lorsqu'elle porte non pas sur l'identité physique, mais sur les qualités substantielles de cette personne. Un escroc, recherché, quelqu'un qui travaille avec l'ennemi. Ah, c'est une qualité substantielle qui a relation directe avec la personne. Tu conclus un contrat, comme le cas dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a conclu un contrat de vente d'un château avec un co-contractant qui s'est avéré par la suite qui travaille avec l'ennemi. Là, c'est une qualité substantielle du co-contractant. Ok? L'exemple dont je vous ai parlé. L'exemple est fourni par un arrêt de la Cour de cassation française du 20 mars 1963. Une personne vend un château à un individu qui a été condamné en cour de justice pour fait de collaboration avec l'ennemi à la confiscation de ses biens présents et à venir et dont les biens ont mis sous séquestre. Le jugement est clair. On va séquestrer tous les biens actuels et à venir de celui qui collabore avec l'ennemi. Parmi les biens, Emlek, il y avait le château. C'est-à-dire, l'État, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séquestré le château en mettant fin ou en annulant le contrat. C'est-à-dire, celui qui avait le château, il ne savait pas que le nouvel acquéreur est quelqu'un qui collabore avec l'ennemi. Par conséquent, le contrat est nul. Ça marche? Est-ce que vous avez compris? Très bien. L'erreur de droit. L'erreur de droit, on a vu ça en première année. Nul n'est censé ignorer. On ne prend pas ça en considération. Vous ne pouvez pas prétendre que vous ignorez le droit parce que nul n'est censé ignorer la loi. Alors c'est une erreur à classer. On a vu l'erreur. On voit maintenant le dol. Dans la théorie classique, c'est le fait qui provoque une erreur chez le co-contractant. Il provoque l'erreur. Le co-contractant, il est passif. D'accord? Tu adoptes un comportement qui provoque une erreur chez le co-contractant. C'est ça le dol. D'accord? Il y a une autre façon pour définir le dol, on va la voir. La personne dont le consentement a été vicié ne peut invoquer la nullité pour dol qu'au seul cas où les manœuvres qui l'ont poussé à conclure émanent de son co-contractant. Très bien. Si je prétends être victime d'un dol, le dol ou la manœuvre frauduleuse, les manœuvres frauduleuses, les tahramiyat, doit émaner du co-contractant. Tu viens pour me vendre une chose. Tu me vends une voiture. Et tu falsifies la carte grise. Ça veut dire la date où la voiture a été mise en circulation.
ça la manœuvre frauduleuse. C'est la falsification. Qui a falsifié? C'est le co-contractant. Qui m'a menti? C'est le co-contractant. Mais si une tierce personne me parle de la voiture de X, du co-contractant, si la tierce personne essaie de m'induire en erreur, si je la crois et j'achète la voiture, je n'ai pas à dire que j'étais victime d'un dol. Parce que le dol n'émane pas du co-contractant, il émane d'une personne tierce. La règle est claire ici. Le dol, la manœuvre frauduleuse, doit émaner du co-contractant et non pas d'une partie tierce. Ok? Les éléments du dol, les éléments constitutifs du dol, pour dire que c'est un dol, qu'est-ce qu'il faut? On a 4 éléments. Le dol comporte l'intention de tromper. L'intention de tromper. C'est prémédité. Je balise le terrain pour tromper autrui. Il est possible que la conduite de co-contractant ait été de nature à provoquer l'erreur chez une personne normale, sans que cependant un tel résultat ait été recherché. Comment ça provoque l'erreur? C'est quoi l'erreur que va commettre le contractant? Supposons que je vous ai induit en erreur. Je vous ai menti. Que sera l'erreur que vous allez commettre? C'est de signer le contrat. Je provoque l'erreur chez l'autre. C'est quoi? Quelle erreur? Je cherche à ce que l'autre commette une erreur. Quelle erreur? C'est de signer le contrat. C'est ça l'erreur. Mais il faut avoir l'intention d'induire l'autre en erreur. C'est ça. L'intention de tromper. Si tu n'as pas l'intention de tromper, ça sera une erreur, tout simplement. Mais quand on a l'intention, c'est-à-dire le dol est une erreur voulue, provoquée et voulue. C'est pas comme l'erreur, la simple erreur. D'accord? Deuxième élément, l'intention de tromper. Exemple, tout d'abord, du premier élément. Trucage des compteurs de véhicules automobiles d'occasion afin de réduire le nombre de kilomètres parcourus réellement. Ou bien la falsification de documents à la carte grise, normalement, pour truquer la date réelle de mise en service du véhicule et tenter de le rajeunir. Ça, c'est une manœuvre, c'est avoir l'intention. Si je falsifie la carte grise, ça veut dire que j'ai l'intention de vous tromper. D'accord? L'intention dolosive doit émaner du co-contractant, et cela même dans les contrats unilatéraux. Elle doit émaner du co-contractant, cette intention dolosive, elle doit émaner du co-contractant et non pas d'une partie tierce qui n'a rien à voir avec le contrat. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément. Le dol consiste en manœuvre frauduleuse. Il faut qu'il y ait manœuvre frauduleuse. Il faut qu'il y ait manœuvre frauduleuse. Que faut-il entendre par là? On pense tout de suite à la définition pénale de l'escroquerie. Et ici, je vous ai donné 2 définitions. Celle du législateur marocain et celle du législateur français. Manœuvre frauduleuse. Automatiquement, on parle de l'escroquerie.
D'accord? Écoutez comment le législateur français a défini l'escroquerie et comment le législateur marocain l'a défini. Selon l'article 540 du Code pénal marocain et l'article 405 de l'ancien Code pénal français. Dans le Code marocain, le législateur pénal a employé les expressions suivantes. Induit, un Français bien châtié, un Français bien ficelé, un Français de Molière. Vraiment, le législateur marocain ici, il a utilisé un arsenal de vocabulaire mieux que les Français eux-mêmes. Induit astucieusement. Induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses, exploite astucieusement l'erreur où se trouve une personne. Je vous ai dit tout à l'heure que le dol, c'est vouloir induire l'autre en erreur. Et je vous dis, il y a une autre manière. Bien? C'est celle-là. Exploiter astucieusement l'erreur où se trouvait une personne. C'est-à-dire, le premier cas, je vais avoir l'intention de vous tromper avec une manœuvre frauduleuse. Ah, c'est moi qui fais tout. Dans le deuxième cas, vous êtes déjà dans l'erreur. Vous êtes déjà dans l'erreur. Qu'est-ce que je fais moi? J'exploite l'erreur commise par le co-contractant pour l'enfoncer dans l'erreur et pour le ramener vers le contrat. Je vous donne un exemple. Vous êtes une personne qui ne distingue pas entre les pièces d'origine et les pièces contrefaites. L'original et le contrefait. Tu viens dans un magasin, tu me dis, écoute, là, combien coûte cette pièce? N'importe. Diesel, par exemple. L'acheteur, il va se dire, elle parle de cette pièce comme si c'était une pièce originale. Je vais voir. 2800 dirhams. Et si je lui dis, est-ce que c'est négociable? Qu'est-ce qu'il va comprendre? Que je suis cuit. Qui a commis l'erreur? C'est lui ou c'est moi? C'est moi. Je ne distingue pas entre la pièce originale et la pièce contrefaite. Et lui, il va me vendre la pièce contrefaite au prix d'une pièce d'origine. Elle a exploité l'erreur commise parce que j'ai parlé de la pièce comme étant une pièce originale. C'est ça, exploiter astucieusement l'erreur où se trouvait une personne. Écoutez le législateur français comment il a défini l'escroquerie. Une petite phrase qui veut tout dire. Soit en employant des manœuvres frauduleuses. C'est large. Toute personne emploie des manœuvres frauduleuses pour induire autrui en erreur. C'est quelqu'un qui est qualifié d'escroc. Et ça, c'est bon? Quatrième élément. Le dol doit avoir été déterminant. Seul est susceptible de vicier le contrat le dol qui a déterminé l'autre partie à contracter. Ça veut dire quoi déterminant? C'est ce dol qui a déterminé la partie contractante à contracter. Hein?
Ça veut dire cette manœuvre frauduleuse, vous savez, il peut y avoir plusieurs éléments. Par exemple, je vous dis plusieurs caractéristiques concernant ce PC. Il y a deux ou trois caractéristiques qui n'existent pas. D'accord? Et vous avez acheté le PC parce que, pour vous, vous croyez que les trois caractéristiques se trouvent dans ce PC. Alors, ce mensonge était déterminant. Ce mensonge-là, c'est-à-dire, si je ne t'avais pas dit les trois caractéristiques qui n'étaient pas vraies, tu n'aurais pas acheté. Supposons, je t'ai dit la capacité du processeur. Je dis n'importe quoi. 5 Go. Et vous cherchez un ordinateur 5 Go. La capacité de d'exclure, Tera, 1000 Go. Vous cherchez, je vous ai dit deux caractéristiques que vous cherchez. Les autres caractéristiques ne vous intéressent pas. Alors, le processeur et l'exclure, les capacités de ces deux éléments-là, ils vous ont attiré vers le contrat. C'est-à-dire, cette manœuvre frauduleuse, ce dol-là était déterminant. Et si je t'avais dit que le processeur est d'une capacité inférieure, vous n'aurez pas acheté. La même chose. Vous voyez, si le disque dur est d'une capacité, voilà, c'est pour cela qu'on dit qu'il était déterminant. C'est-à-dire, si je ne t'avais pas menti, vous n'auriez pas acheté. C'est à cause de ce que vous m'avez dit que j'ai commis l'erreur de contracter. Est-ce que vous avez compris le quatrième élément? La violence, l'unf. Il y a des types de violence. 3 types de violence. Il y a la violence physique, la violence psychologique et la violence pécuniaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que la violence, elle peut émaner d'une personne tierce pour que le contrat soit annulé. Le contrat, je vais le comparer avec vous. Il y a une autre personne qui a exercé une violence sur moi, d'accord, pour que je signe le contrat. Ça, c'est une violence. C'est pas comme le dol, qui doit émaner d'une co-contraction. Psychologique, comme le cas de l'employeur qui met l'employé au placard. Il lui donne un bureau sans fonction. Il ne fait rien. Psychologiquement, il va démissionner. Hein? Il va démissionner. S'il arrive à prouver qu'il a fait l'objet d'une violence psychologique, la démission, on va la métamorphoser en licenciement abusif. Et la violence pécuniaire, je vous donne de l'argent pour signer un contrat.